Dès aujourd'hui, réinvestissez votre acompte de réduction d'impôt sur un projet essentiel et qui prend de l'ampleur, TV Liberté. Dès aujourd'hui, réinvestissez sur une télévision libre, autonome, indépendante, sans filtre, qui ne dépend ni des oligarques, ni des partis, ni des lobbies, ni de l'État. Dès aujourd'hui, réinvestissez cet acompte pour obtenir un nouveau crédit d'impôt pour 2019. La presse d'information est aux ordres? Alors, soutenez la presse alternative en 2019, année de tous les changements. Le grand débat n'y fait rien, la mobilisation des Gilets jaunes était toujours au rendez-vous samedi, un peu partout en France. Un nouveau désaveu pour l'exécutif qui peine à se sortir de l'ornière. Alors que le pouvoir d'achat et le chômage sont au cœur des préoccupations, l'OCDE révèle que près de 3 millions de jeunes sont à l'écart de toute activité productive. Au premier plan, la jeunesse issue de l'immigration. C'est parti pour la campagne des élections européennes. Le Rassemblement national organisait samedi son premier meeting de campagne au Thor, un village médiéval du Vaucluse. Un rendez-vous enraciné pour réorienter le mouvement sur la droite. Madame, Monsieur, bonsoir. 10e samedi de mobilisation réussie pour les Gilets jaunes, alors que le gouvernement misait sur l'essoufflement du mouvement. Avec le début du grand débat, l'acte 10 a finalement été suivi partout en France. Olivier Frère-Jacques. 84 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur pour 80 000 policiers. L'enfumage des chiffres se poursuit, car à en croire ces chiffres officiels, chaque manifestant aurait été escorté d'un personnel de police. Quoi qu'il en soit, les cortèges semblent avoir été de taille sensiblement similaire à ceux de la semaine passée, avec des mobilisations plus ou moins importantes, avec notamment un pic de participation dans la ville de Toulouse. Et comme chaque samedi, des violences ont émaillé certains cortèges, avec toujours une responsabilité qui semble partagée entre manifestants un peu trop remontés et forces de police. À Paris, des militants d'extrême gauche de la mouvance dite antifasciste se sont fait remarquer dans certains cortèges tentant de semer le trouble. Certains individus sous contrôle judiciaire étaient d'ailleurs visibles et tentaient d'en découdre, parfois à leurs dépens, à l'image d'Antonin Bernanos, condamné notamment pour avoir incendié une voiture de police il y a déjà 2 ans. Des violences en marge des cortèges qui ont aussi eu cours dans d'autres villes comme Angers, Rennes, mais également Caen. Des violences révélatrices du niveau de tension en France depuis plusieurs semaines. Mais si des incidents ont eu lieu ici et là, d'autres manifestations ont été plus apaisées, notamment lors de la marche des femmes Gilets jaunes. Marche peu garnie, mais à laquelle a participé notamment Priscilla Ludowski. Cette dernière, interrogée sur les tensions qui ont eu lieu entre différents acteurs du mouvement, a tenu à minorer les conflits de personnalité. Mais on n'est pas des leaders et on n'est pas à la tête d'un mouvement, donc ce qui se passe entre tous les gilets jaunes, ça importe peu, sachant qu'on est là pour défendre une cause plus profonde que ça. Donc après, ce qui se passe entre individus, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui par exemple. Donc non, ça change rien du tout et il n'y a pas de disparité au niveau des revendications, il y a toujours les mêmes, mais elles sont juste occultées à chaque fois et on essaie de nous enfumer avec un débat qui ne traite pas des sujets qu'on essaie d'évoquer. Un débat pointé du doigt par les Gilets jaunes. Après quelques jours d'échanges, ce fameux grand débat national semble d'ailleurs déjà avoir du plomb dans l'aile. Boudé par les manifestants, il pourrait cependant être récupéré par le maillage associatif de gauche, très prompt à s'intégrer dans ce type d'exercice. En réalité, cette tentative d'apaisement par le dialogue ne fonctionne pas vraiment et le mouvement ne s'essouffle pas après 10 semaines d'existence. Le phénomène Gilets jaunes pénètre même les écoles où le jeu CRS contre Gilets jaunes a fait son entrée dans les cours de
récréation et où les Macron d'émission sont repris en chœur jusque dans les salles de classe. Et pour tenter d'endiguer les manifestations, le gouvernement semble agir et encourager en sous-main une initiative dite des foulards rouges, des Français qui seraient exaspérés par la casse et qui organisent une marche dite républicaine le 27 janvier. Une initiative qui vient remplacer une manifestation initialement envisagée comme une manifestation directement de soutien à Emmanuel Macron, un titre probablement pas assez vendeur. Et alors que les foulards rouges tentent d'exister depuis 2 mois maintenant sans succès, les deux groupes, pro-gouvernement et anti-gilets jaunes, semblent donc fusionner pour faire front commun pour une sorte de cortège de premiers de la classe qui se sont fait voler leur goûter. Reste à voir ce que peut donner cette mobilisation du 27 janvier. En attendant, la semaine prochaine, le fameux grand débat national se poursuit tant bien que mal, un débat qui, selon la droite parlementaire et la France insoumise, sert de véritable campagne électorale pour le président afin de défendre son parti pour les élections européennes. Et en cette période où il est question de pouvoir d'achat et de justice sociale, l'OCDE met en avant l'absence d'insertion des 15-34 ans sur le marché du travail, un mal qui frappe tout particulièrement la jeunesse issue de l'immigration. Thibaut Bastide. C'est ce qu'on pourrait appeler un cauchemar à la française. Alors que les gilets jaunes réclament plus de pouvoir d'achat et une réponse au chômage de masse, le mal est encore plus profond lorsqu'il s'agit d'évoquer la jeunesse française. En effet, d'après l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, 3 millions de jeunes âgés de 15 à 34 ans sur le territoire français ne sont ni en enseignement, ni en formation, ni en emploi. Un fléau loin de faire frémir l'exécutif puisque pas une seule fois Emmanuel Macron n'a évoqué la situation des nouveaux entrants sur le marché du travail dans sa lettre envoyée aux Français. Pourtant, ce problème, à l'origine de l'essentiel des maux, a de quoi inquiéter. En s'appuyant sur les données sur l'emploi émis par l'INSEE, l'OCDE compte près de 3 millions de personnes désœuvrées chez les 15-34 ans, soit 18,1% d'inactifs et un taux de chômage de 14,3% selon l'INSEE, dans cette tranche d'âge qui compte plus de 15 millions d'individus. Sur ces près de 3 millions de jeunes totalement en marge du marché du travail, 1,75 million sont des natifs de natifs. Comprendre qu'ils sont nés en France, de parents nés eux-mêmes en France. Le calcul est donc simple. L'autre partie, soit près de 40%, est issue de l'immigration recouvrant 2 cas de figure. Ceux nés à l'étranger et ceux nés sur le sol français mais de parents étrangers. Ainsi, l'OCDE dresse un constat pour le moins réducteur. La France intègre mal ses immigrés. Un bilan repris d'une seule voix par l'Union européenne qui a donc appelé la France à améliorer l'insertion sur le marché du travail des descendants d'immigrés. Une recommandation particulièrement immigrationniste alors que la France a tout autant de mal à intégrer ses autochtones. Mais le mal français est encore plus profond si l'on compare les performances au niveau européen. L'Allemagne affiche une proportion des 15-34 ans ni en emploi, ni en enseignement, ni en formation de 7% pour ses autochtones et de 10% pour les personnes issues de l'immigration. La Suède et la Suisse ont des performances similaires, des résultats qui classent la France parmi les plus désœuvrés de l'OCDE. De même, la France arrive dans le dernier tiers du classement de l'OCDE mesurant les compétences de base des adultes en lecture et en calcul. Un résultat cohérent avec la difficulté des Français à s'insérer sur un marché ultra concurrentiel. Une difficulté décuplée pour les jeunes issus de l'immigration dont le communautarisme, les carences linguistiques et culturelles sont à l'origine de ce désœuvrement. Le Rassemblement national en campagne. À peine une semaine après la présentation des 12 premiers candidats pour les élections européennes, le parti de Marine Le Pen tenait son premier meeting au cœur des territoires, au Thor, dans le Vaucluse, un village médiéval fort en symbole. Un premier meeting au Thor pour frapper fort samedi, après que le maire de la ville a tenté de faire annuler la réservation de la salle. Le Rassemblement national a tenu son premier meeting de campagne pour les élections européennes. Les figures phares étaient bien sûr au rendez-vous dans ce petit village médiéval du Vaucluse, la terre d'ancrage de Thierry Mariani, l'ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy, numéro 3 sur la liste du Rassemblement national. Pour moi, être ici, c'est doublement étrange. Premièrement, parce que vous me le permettrez, quand on est né à Orange, quand on a grandi à Kéran, à Piolenc, quand on a grandi à Valréas, qu'on a été maire de Valréas, conseiller de l'enclave des Papes ou député du Nord-Vaucluse, on se sent un peu chez nous, même au Thor.
ce meeting aujourd'hui, c'est un pur hasard. La presse pose la question, est-ce que vous avez choisi ce meeting? C'est un pur hasard. Je dois dire que pour moi, ça tombe bien, parce que finalement, je préfère commencer à domicile que commencer sur une terre étrangère. Un retour aux sources qui n'est pas anodin. En effet, le Rassemblement national a tout à gagner à médiatiser Thierry Mariani, qui symbolise précisément le rassemblement voulu par le parti. L'heure est au rassemblement parce que si l'important, c'est pas d'être fidèle à un parti c'est qu'une structure au service des idées et de faire triompher ces idées. L'important, c'est d'être fidèle à des idées. Et quand un parti politique change d'idée ou rend par sa stratégie l'application de ces idées impossibles, il faut se poser la question de savoir là où on est le mieux placé pour les défendre. Et j'ai choisi de rejoindre Marine et Jordan sur cette liste parce que je pense qu'aujourd'hui, les idées que je défends, l'avenir de l'Europe que je défends, ma conception pour l'avenir de la France que je défends, c'est ici que je la trouve. Un discours qui fait coup double. En effet, l'arrivée de Thierry Mariani permet également de mettre un tacle au parti de Laurent Wauquiez, en quête d'identité à 4 mois du scrutin européen. Le discours tenu au RN s'est également paré d'un discours plus droitier que pour la présidentielle. La situation économique et sociale se différentielle entre les bas salaires et les loyers élevés notamment, mais aussi la situation sécuritaire de notre pays sont désormais un frein pour de nombreux couples qui se demandent non seulement quel avenir ils pourraient offrir à leurs enfants, mais désormais même quel présent. Pourtant, alors que les naissances dans notre pays sont en baisse, donc en même temps, comme dirait notre cher président, le même rapport de l'INSEE nous apprend que la population de France a augmenté en 2018. Des naissances qui baissent, mais un nombre d'habitants qui augmente. Peut-être voyez-vous à peu près comment cela peut se passer? Peut-être qu'en allant faire un tour, pas très loin, à Cavaillon, ou dans le quartier de la Reine Jeanne à Avignon, vous pouvez en avoir une idée précise. Bien sûr, mes amis, bien entendu, c'est l'immigration massive. L'immigration incontrôlée sans fin et sans frein qui est largement à la base de cette augmentation de la population dans notre pays. Et avec Emmanuel Macron, jamais le terme d'immigration massive n'aura été aussi justifié. Un retour aux sujets fondamentaux du Front National que beaucoup d'électeurs appelaient de leur vœu depuis quelques années. Marine Le Pen, malgré son absence sur les listes pour l'élection européenne, était également au rendez-vous. Après plusieurs mandats de député européen à son actif, la présidente du RN voulait insister sur le changement de cap pris à Bruxelles depuis l'élection de plusieurs partenaires très critiques de l'eurocratie. Notre pays, mes amis, comme l'Europe, se trouve à la croisée des chemins. L'élection européenne permettra au peuple de dire dans quelle direction il souhaite qu'on l'entraîne. Comme partout en Europe, le peuple refuse qu'on l'engage davantage dans une mondialisation sauvage qui le ruine, dans un système qui a servi les hommes ou les entreprises à la loi du plus fort, c'est-à-dire la loi de la jungle, à la dictature des marchés financiers, au règne de l'argent roi. Dans un département comme le Vaucluse, qui est un des 6 départements les plus pauvres de France, dans un département où un Vauclusien sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté, vous savez que la mondialisation n'est pas heureuse. Qu'elle a livré nos emplois, notre agriculture, ici maraîchère et fruitière, nos industries, nos commerces à une concurrence sauvage totalement déloyale. Au cœur de la France des territoires, le Rassemblement national a donc réussi son lancement. La campagne devrait placer la ruralité et la province au centre. Le RN a indéniablement une carte à jouer. Le mouvement élabore au fur et à mesure de sa campagne un positionnement qui conjugue ses fondamentaux aux aspirations des Gilets jaunes, tout en évitant d'être dans la récupération active. Un cocktail à suivre. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Quand l'histoire belge vire au cauchemar en proie à des problèmes financiers, un fermier wallon a décidé d'enterrer sa mère dans son jardin. C'est la police qui a retrouvé le corps de la femme décédée fin décembre de mort naturelle à l'âge de 86 ans. Isolé depuis longtemps, le fermier avait été suspecté dans une affaire de double assassinat avant d'être finalement acquitté.
Coup dur pour de grands noms de la gastronomie française. Le célèbre guide Michelin a retiré la 3e étoile à la Maison des Bois, l'établissement de Marc Vera, à l'Auberge de Lille de Marc à Berlin, ainsi qu'à l'Astrance de Pascal Barbeau. Alors que la plus haute distinction gastronomique brillait sur ces 3 enseignes, Gwendal Poulenec, le tout nouveau directeur international du guide Michelin, fait souffler un vent nouveau sur les pages du fameux guide rouge. 6 autres restaurants ont perdu leur 2e étoile au profit de jeunes talents et de femmes chefs. Le procès Espanjero est ouvert près de 7 ans après le scandale des plats à la viande de cheval. 2 anciens cadres de la société Espanjero ont comparu ce lundi au tribunal de grande instance de Paris. Ils sont poursuivis pour avoir fait passer de la viande de cheval achetée en Roumanie pour de la viande de bœuf. Le scandale avait coûté très cher à l'entreprise audoise qui a finalement été rachetée en 2015. Désormais, elle continue de produire des plats cuisinés sous la marque Les Occitanes en misant sur la qualité et le bio. C'est ce que l'on appelle un virage à 180 degrés. Donald Trump fait face au shutdown samedi. Le président américain a fait un pas vers les démocrates afin de mettre fin à la paralysie partielle du gouvernement fédéral. Donald Trump a proposé d'accorder un statut temporaire à environ 1 million de migrants. Il serait prêt à étendre pour 3 ans les protections offertes sous son prédécesseur Barack Obama aux clandestins arrivés mineurs aux États-Unis, les fameux Dreamers. En échange, le locataire de la Maison-Blanche a exigé le financement de 376 km de barrières physiques à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, un compromis que le chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a vigoureusement rejeté. Spectacle lunaire. Dans la nuit de dimanche à lundi, la lune s'est éteinte avant de se rallumer d'une lueur rougissante sous le regard émerveillé de millions d'observateurs. Suite à son éclipse totale, la lune est apparue rougeâtre avant de refléter les premiers rayons de soleil. Ce phénomène très rare durant lequel le soleil, la lune et notre planète étaient presque parfaitement alignés dans le même axe est baptisé Super Lune de sang. Le 21 janvier restera décidément une date royale. 226 années après la mort de Louis XVI, le comte de Paris Henri d'Orléans s'est éteint ce lundi matin à l'âge de 85 ans. Prétendant au trône de France, le comte de Paris cède son titre à son fils qui lui succède comme chef de la Maison de France. Rappelons qu'Henri d'Orléans avait accordé un entretien à TV Liberté que vous pouvez retrouver sur notre site web dès à présent. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Profitez d'un grand angle aujourd'hui consacré à la Marche pour la vie qui s'est tenue hier dimanche à Paris. La Marche pour la vie est toujours une journée importante parce que c'est finalement le seul moment de l'année où on parle des causes et pas des conséquences. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure au point presse. En fait, je suis heureux que les journalistes commencent à s'intéresser à d'autres choses que à la PMA pour toutes. Non pas que ce ne soit pas un sujet important, la PMA pour toutes, mais en fait c'est une conséquence de ce qui a été voté, non pas l'année dernière ou il y a 2 ans, mais surtout de ce qui a été voté depuis 25 ans en termes de loi de bioéthique. Je pense que cette manifestation est très importante. Ça fait longtemps déjà qu'on est dans la rue sur la question de l'avortement. On y sera aussi longtemps qu'il faudra et je suis très heureuse, cette année en particulier, vu le contexte de grande interrogation, on va dire, nationale, d'être ici aujourd'hui. Également au programme de votre soirée, Politique Éco, Olivier Pichon reçoit le journaliste Jean-Claude Rollina pour la présentation de son ouvrage La bombe africaine et ses fragmentations. Tout de suite, vous retrouvez une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz et à la suite, un bonus, une chronique de François Billot-Lochner, Mes libertés politiques. À présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Nous avons parlé récemment, vous vous souvenez, de sexisme au village à propos d'un truc inattendu, un radar déguisé en femme légère avec des dessous rouges et un soutien-gorge. Et aussi parce qu'une paroissienne un peu remontée a pris feu et flamme au point d'essayer de déposer plainte à la gendarmerie.
Mais cet épisode du radar féminisé date un peu, c'était en novembre, nous avons eu un nouveau sujet de discuter cette question, je veux dire de l'image de la femme, des discriminations, tout ça, parce que un animateur de télévision de 50 ans, même pas provocateur, en tout cas pas sur ce coup-là, a déclaré publiquement qu'il préférait les filles de 25 ans asiatiques aux femmes de son âge européennes. Alors là, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui sont rien d'autre qu'un panneau d'affichage comparable au panneau chinois de la révolution culturelle, où tout le monde écrit ce qu'il veut, où tout le monde accable qui il veut, mais là ça se passe sur Internet, les réseaux sociaux donc ont fulminé immédiatement sur le thème. C'est scandaleux de dire une chose pareille, quoi, comment, les pauvres femmes de 50 ans sont offensées par ce rejet, c'est dégoûtant ce que vous faites. Là, dans votre fort intérieur, vous vous accordez quand même un instant de réflexion et vous vous dites, si quelqu'un n'a même plus le droit de confier à quelqu'un d'autre qu'il aime les geishas de 25 ans, où allons-nous? Mais au café, le type à qui j'en ai parlé, à chaud, là, en entendant ça à la télé, il m'a corrigé, il m'a dit, ce qu'on lui reproche, c'est pas d'aimer les Asiatiques de 25 ans, c'est de les préférer ouvertement, explicitement aux Européennes de 50. Alors là, Gustave, à qui j'en ai parlé le lendemain, m'a dit, ça me rappelle que je ne sais quel idiote de chez Macron, là, originaire du Sénégal, a déploré publiquement il y a 6 mois que les femmes africaines ne soient pas assez désirées et courtisées en Europe, ou en France, je ne sais plus. Non mais tu te rends compte, maintenant il va falloir faire un effort pour faire semblant d'être attiré par les Sénégalaises, même si elles ne te font pas, enfin je veux dire si elles ne te font aucun effet, il faut prendre sur toi, sans ça, elles t'attaquent pour discrimination. Non mais je rigole, me dit-il, mais là où tu rigoles un peu moins, c'est quand tu te souviens de ce sketch de Guy Bedos et Sophie Daumieux qui se passait pendant un slow, et la fille disait « mais qu'est-ce qui me colle, ce type, il est drôlement collant, etc. » Puis à un moment, elle disait en plus « ah, c'est bien ma chance, j'ai horreur de ce genre d'homme, il doit être libanais ou quelque chose comme ça. » Et bien aujourd'hui, ce sketch, tu pourrais plus l'écrire, tu pourrais plus le jouer par respect pour les Libanais. Et comme j'étais un peu distrait par autre chose, par un autre type qui me parlait au bar, il est revenu sur cette histoire de Sophie Daumieux. La drague, c'était ça le nom du sketch, en me disant mais c'est très grave ce qui nous arrive là, parce que nous sommes sur la pente qui mène au blâme social, voire davantage, si tu te mêles de dire à un copain « moi je suis pas du tout attiré par les Noirs ». On va vers une société où la pression sociale non seulement t'empêchera de le dire, mais si tu le dis, on va te soupçonner de n'être pas seulement indifférent, mais d'être en fait dégoûté, donc d'être raciste. Ce qui arrive à ce type qui n'aime pas les Européennes de 50 ans et qui leur préfère explicitement les Asiatiques de 25, c'est qu'il est soupçonné d'éprouver du dégoût, tout simplement, à l'égard des femmes blanches de son âge. J'ai répondu, mais attends, il n'a pas dit dégoût, il a dit pas d'attirance, ou qui préférait les autres femmes. C'est pas criminel quand même. Ben, c'est justement là que je voulais en venir. Dans le domaine sexuel et sentimental, on croyait jusqu'ici que le fait de dire non merci, non à aucun prix, les femmes brunes et bien en chair, j'aime pas ça, les filles noires avec des cheveux crépus non plus, c'est pas mon truc, j'y peux rien, les femmes à lunettes genre sécurité sociale, ça me fait pas rêver non plus. Et ben tout ça autrefois était légitime, on pouvait le dire, on pouvait afficher ses choix. Un peu comme quand les gens disent « j'aime pas les films policiers ». Celui qui aime les films policiers va pas t'attaquer parce que tu débines son genre préféré. Ben, en amour, on croyait que ce qu'on lisait dans les livres, les dizaines de chapitres où on peut lire que le héros préfère Madame Tartampion parce qu'elle a un teint de nacre et des petits seins, ou même encore pire qu'on aime Madame Tartampion parce qu'elle ressemble à sa région de Lorraine, par exemple, comme dans Maurice Barrès. Tout ça qui caractérisait les gens de manière sensuelle, sexuelle, fantasmatique, tout ce qui était bienvenu en littérature, dans la littérature où on aimait les oiseaux rares, et bien là, ça va plus être possible. On va te dire, mais ce fantasme permanent pour les femmes à peau nacrée, ça sent son dédain de l'africaine de base, voire sa prévention définitive contre les autres couleurs de peau. Il va falloir faire un effort, donc on va lui dire. Et là, conclut Gustave, on entre de plein pied dans l'enfer de demain, celui du signalement, non pour un regard déplacé, comme voulait le faire cet imbécile d'origine italienne, là, rappelle-moi son nom, mais pour une absence de regard. Tiens, paye-moi mon demi, me dit-il, j'ai pas d'argent. Et là, j'ai payé son demi d'un cœur léger parce qu'il venait pratiquement de me donner le sujet d'un livre. Abonnez-vous, merci. Le président Wauquiez est intervenu dans un meeting de Sens commun et a fait des déclarations que tout le monde connaît et qui sont assez fracassantes, notamment sur la PMA, sur la GPA. Il a pris des positions assez claires. Il était devant les militants de Sens commun, il est vrai. Donc il fallait probablement brosser les militants de Sens commun dans le sens du poil. Mais il faut reconnaître qu'il y est allé assez gaillardement. Le problème que l'on peut déceler, c'est que Laurent Wauquiez fait des annonces,
Il fait des annonces à sens commun, mais on sait parfaitement, et on l'a vu dès le lendemain, que les caciques des Républicains n'ont pas du tout apprécié les annonces faites à sens commun. Donc, on peut se poser la question de savoir finalement quelle est la véritable ligne de Laurent Wauquiez, car on voit que les Républicains, comme ils le sont d'ailleurs depuis des années et des années, forment un groupe hétéroclite qui penche du centre-gauche, voire de la gauche, jusqu'à la droite, voire à la droite souverainiste. Et rassembler dans un programme unique tout ce beau monde est pratiquement une impossibilité pour Laurent Wauquiez. Car finalement, c'est très bien de parler de la PMA et de la GPA, mais sur les grands sujets du jour, qui sont « quelle Europe voulons-nous » ? Plus souverainiste, plus technocratique. Quelle immigration voulons-nous ? Très limitée, très ouverte. L'islamisation de la France est-elle un problème ? Si oui, comment gère-t-on ce problème ? Sur les déficits publics, quelle est la ligne Wauquiez ? Etc., etc. On pourrait multiplier les grands sujets et s'apercevoir que sur tous ces sujets, il n'y a aucune ligne vraiment directrice qui se dégage. Or, les européennes sont dans quelques mois. Il va donc falloir que Laurent Wauquiez prenne une position claire. Ce qui est certain, c'est que les Républicains sont devenus un parti de taille modeste et qui, en plus de ça, est divisé dans des chapelles extrêmement opposées. Les européennes s'annoncent donc de façon très difficile, car les républicains sans alliance ne feront rien d'intéressant. Or, ils refusent complètement les alliances du côté de la droite souverainiste, et du côté de la gauche, les alliances ne sont pas forcément évidentes, puisqu'il y a tout de même une aile très conservatrice chez les républicains. En clair, je souhaite beaucoup de courage à Laurent Wauquiez pour les européennes. Et chers amis, je vous souhaite tout de même une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.